Et donc ça s'est passé comme ça, et ça a eu telle et telle conséquence. Et effectivement, c'est vrai que l'indépendance ne s'est pas très bien passée dans les pays d'Afrique ni ailleurs non plus, mais c'est une autre histoire qu'on va retrouver avant, mais ça n'implique pas... Alors ça se fait tout le temps, et ça se fait, comme je disais tout à l'heure, à droite comme à gauche, parce qu'il y a un livre qui avait fait beaucoup de bruit, je vais m'arrêter maintenant, parce que je vois qu'il est temps que je m'arrête, en 1963, je crois, de René Dumont, un agronome, qui avait écrit sur l'Afrique, toujours, l'Afrique est mal partie. Alors c'était un agronome qui vivait dans le présent. Mais pour un historien, qu'est-ce que ça veut dire? L'Afrique n'a pas commencé en 1960. L'Afrique a mal parti 3 ans après son indépendance. Et avant, il y avait 1000 ans, dont au moins 500 ans qu'on connaît maintenant, parce que 63 on ne les connaissait pas encore très bien, mais maintenant on les connaît, 500 ans de tas de traumatismes, de tas d'événements, de tas de temps courts, de temps moyens, de temps longs qui sont passés, qui sont des facteurs, disons, des facteurs lointains des processus historiques qui se passent aujourd'hui. Et si on ne connaît pas tous ces processus, si on n'en tient pas compte dans l'histoire immédiate, eh bien on se condamne à ne pas comprendre la situation immédiate. C'est pourquoi je pense que le point de vue de l'historien, c'est pas une science majeure dans la mesure où c'est pas les historiens qui vont décider du présent et de l'avenir, mais les équipes interdisciplinaires qui pensent au présent et à l'avenir se doivent d'avoir un élément d'historien chez eux pour leur apporter cette dimension du temps long, pour leur dire non, c'est pas en 1960 que ça commence, c'est pas en 1880 avec le congrès, la conférence internationale de Berlin, c'est quand il y a eu la traite des esclaves, ou alors c'est quand les Portugais sont arrivés, ou alors c'est quand les musulmans sont arrivés au 7e siècle, ou c'est quand les Bantoufaunes, qui étaient un petit groupe au cœur de la cuvette du Congo et même sur le Nigeria, se sont étendus jusqu'au 10e siècle de notre ère, jusqu'à l'Afrique australe. On remonte. Alors l'historien a la manie de remonter, effectivement, pour essayer de voir les processus de longue durée, qui ne sont pas les seuls facteurs explicatifs, mais dont on ne peut pas se passer pour comprendre les soubresauts du temps court. Alors je conclus très rapidement sur les enjeux français de l'histoire coloniale. Si ça vous intéresse davantage, l'avant-dernier livre, Enjeux politiques de l'histoire coloniale, je refais l'historiographie justement de toutes ces querelles et de ces polémiques très violentes qui ont éclaté à partir de 1998, surtout 2000-2001, et qui ont été à leur maximum 2004-2005, et dont le sommet a été le discours de président Sarkozy à Dakar en 2007. Alors, je vous assure que quand j'ai lu ce discours, je travaillais à ce bouquin déjà, qui est paru en 2009, je crois. Quand j'ai lu ce discours, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il n'a pas fait ce discours en 2007, avec tout ce qui a été écrit, tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé entre 2003 et 2005, 2006. Il a dû le faire en 2005, mais 2007, je me trompe. Eh bien, il l'avait fait 2007, alors qu'il y avait eu une masse de documentation et d'événements et de discussions, certaines complètement frelatées, mais d'autres très importantes qui sont passées avant, dont il n'avait pas, lui ou celui qui avait écrit son discours, n'avait pas la moindre idée. Donc il arrivait vraiment, en plus, après la bataille. Alors, conclusion de ce que je viens de dire. Premièrement, l'ignorance passée et récente, et c'est en train de se corriger, explique l'accumulation des idées toutes faites et des idées fausses sur l'histoire de la colonisation. Le savoir est là pour corriger tout ça. Et le seul moyen que le savoir intervienne, c'est qu'il soit fait à l'école primaire, au collège et au lycée. Et ça veut dire que le savoir universitaire ne reste pas enfermé dans un tour d'ivoire, parce que les universitaires ont leur responsabilité aussi dans l'affaire. Hein. C'est pas à sens unique, c'est à double sens. L'idée que l'histoire coloniale est un champ à part de l'histoire qui peut être détaché du reste, comme on vient de le faire en le supprimant en première, est une idée fausse. La culture française est imbibée de tous ces héritages historiques, politiques, culturels, de toute forme. Et la culture française est imbibée, entre autres, de l'héritage impérial. Et ça, c'est très important, si on veut comprendre justement les mentalités françaises d'aujourd'hui. C'est très important de comprendre une des différences, je n'ai pas le temps de développer, une différence fondamentale
entre l'attitude britannique vis-à-vis de son ancien empire et l'attitude française, c'est que les Britanniques, ils ont pris l'habitude de la décolonisation très vite. Leur choc, ça a été la Révolution américaine, fin du XVIIIe siècle. Là, ils ont cru que c'était la fin du monde. Ils sont aperçus que ce n'était pas la fin du monde. Bon, ils ont décolonisé toutes leurs colonies blanches au XIXe siècle, et la première colonie noire, qui est d'ailleurs devenue blanche momentanément, Afrique du Sud, en 1910, est devenue indépendante. C'est-à-dire 50 ans avant les indépendances des pays. Évidemment, c'est une indépendance relatée. Il a fallu ensuite qu'ils se dégagent de l'apartheid, etc. Mais enfin, les Britanniques s'étaient retirés, officiellement, politiquement. Les Français, au contraire, ils ont eu leur exposition coloniale internationale de 1931 en disant l'Empire c'est au pinacle. Et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors c'est vraiment le seul point commun, le seul, entre les gaullistes d'un côté et Vichy de l'autre, l'Empire. Vichy voyait l'Empire diminuer comme une peau de chagrin, mais dans le protocole d'Armistice, il était dit que la marine française restait à la disposition de Pétain pour protéger l'Empire. Ça a marché jusqu'en 1942, mais donc une propagande vichiste extraordinaire, un train des colonies, des expositions des colonies, les colonies et l'Empire dans les écoles, enfin tout ça a été travaillé depuis. Enfin, la propagande coloniale, énorme. Et puis du côté de Gaulle, il n'avait pas le choix. Il devait s'affirmer comme chef de la France libre. Il ne pouvait pas le faire en France métropolitaine, évidemment, puisqu'il y avait les Allemands. Il a fait Brazzaville. Il a dit Brazzaville, c'est la France. Et ça a donné en 1945-46 l'Union française. L'Union française de tous les Français. Il y a même eu discussion à la Constituante en 1945 pour savoir s'il y aurait la même citoyenneté pour tous les habitants de l'Union française. Hexagone et tout le reste. Et puis, il y a la deuxième constituante, ils se sont dit quand même, ça va faire un parlement assez diversifié, ça, donc on va distinguer la nationalité française et la nationalité impériale. Donc on a recommencé un peu à pinailler et à ne pas vouloir faire voter les indigènes, etc., de façon limitée. Les Français sont arrivés au moment de la 4e République pétris d'idées impériales, alors que, je dirais, les Britanniques, je simplifie, étaient un peu désintoxiqués. Et ça vous explique beaucoup de choses, en fait, dans ce qui s'est passé ensuite, et dans la façon dont, aujourd'hui, ça reste aussi un problème très important. Je finis là-dessus, parce que c'est un exemple type de la façon dont on ne peut pas comprendre l'histoire de France sans l'histoire coloniale, la 4e République. Comment voulez-vous comprendre tout ce qui s'est passé en France hexagonale dans la 4e République si vous ne tenez pas compte des guerres coloniales? La 4e République s'ouvre avec la guerre d'Indochine, elle tombe avec la guerre d'Algérie. Et toute l'histoire de la 4e République est une histoire de la décolonisation. Si vous ne mettez pas en symbiose les deux, si vous dites, bon, on va étudier les gouvernements, les mesures prises, les 30 glorieuses, etc. Mais on ne s'occupe pas de la colonisation parce que ça, on va faire un chapitre, on va expliquer qu'effectivement, il y a eu la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Vous vous condamnez à ne pas comprendre ce qui s'est passé sous la 4e République. Donc, il est important que l'on considère dans l'histoire de France, quel que soit, et c'est ça qui est difficile, quelles que soient les réticences qu'on a, les hontes, les sentiments moraux, etc. C'est pas de l'histoire, ça. L'histoire, elle est passée comme ça, et si vous avez des tabous, d'une façon ou d'une autre, ça vous reviendra en pleine figure, et à ce moment-là, vous serez bien embêtés. Et c'est pour ça que je plaide pour une histoire qui soit vraiment une histoire sans tabou, même si c'est désagréable. On le fait bien pour la période de Vichy. Alors vous me direz, la période de Vichy, c'était bien pire, parce que justement, il n'y avait pas d'aspect positif du tout, etc. Ça se discute, mais je vous dis, c'est pas le problème. Mais on fait le procès sans complexe encore qu'on en revient, de la période de Vichy, et puis on ne veut pas le faire pour la période coloniale. Mais pourquoi ? C'était quand même bien plus ancien aussi. Et il faut comprendre que nous en sommes tous l'émanation, y compris tous les descendants
de la France qui n'est plus depuis longtemps la France hexagonale. Il ne faut pas dire, quand on dit la France, ben on pense l'Hexagone. Ben non, la France, il y a les Antilles, il y a même une Comore maintenant. Tout ça, ça a la nationalité française, et maintenant, là, c'est la vraie nationalité française, sauf aux Comores. La vraie nationalité française, et par conséquent, les mêmes droits civils, les mêmes droits politiques. Donc, l'histoire française, c'est tout ça, et tout l'héritage de tout ça. Et c'est pour ça, c'est comme ça que je vais... Merci pour cet exercice de désintoxication. Trop rapide, je crois que pour tout le monde ça aurait été trop rapide, mais c'est le moment. Il y a sûrement des questions. Oui? Merci bien, professeur, pour cette présentation brillante de l'histoire coloniale. Ma première question est la suivante. Y a-t-il une façon de raconter la colonisation qui soit différente à l'histoire du génocide? Parce que les deux sujets fâchent. À l'histoire du génocide? Oui. De quel génocide? Il y a eu des génocides justement en Afrique. Il y en a actuellement, il y en a, on en distingue, enfin, au XXe siècle, oui, au XXe siècle, trois. Chronologiquement, le génocide arménien, il y a quelques discussions, mais ça parlait vraiment l'Arménie, c'est pas l'Afrique. Le génocide, la Shoah, bien évidemment, et puis le génocide rwandais. Et puis j'en oublie, les héros aussi, au début du XXe siècle, les héros du sud-ouest africain. C'est ça le génocide. Et la colonisation n'est pas synonyme de génocide. C'est pas pour ça qu'elle est mieux d'ailleurs. Enfin, je n'ai pas dit que les deux sont synonymes. Je dis, y a-t-il une manière, une façon différente de raconter la colonisation qui soit différente de la manière de raconter les génocides en Afrique? Je précise maintenant. Je ne parle pas de l'Arménie. Quand vous racontez l'histoire, je ne comprends pas votre question, parce que l'histoire de la colonisation, il y a eu un génocide patenté, bien étudié, qui est celui des héros dans les années 1903-1907 dans le sud-ouest africain, et puis qui avait d'ailleurs été ordonné par le père de Göring, que je me trompe de... Oui. Et plus ou moins. Et puis après, le génocide du Rwanda, pendant l'indépendance, c'est plus d'histoire coloniale. Alors on peut dire qu'on peut trouver des origines et des facteurs explicatifs qui remontent loin, y compris dans l'histoire coloniale, mais c'est pas... Donc je ne comprends pas très bien votre question, honnêtement. Je crois qu'il y a une question ici, puis ensuite derrière. Merci. Avant de vous poser ma question, madame, je tiens à vous dire que je suis très fier et très content de vous voir parce que vous êtes une très grande dame. Vous ne l'avez pas dit. Non, mais c'est vrai. Vous ne le dites pas. Parce que vous êtes une des premières à avoir écrit de façon différente l'histoire générale de l'Afrique noire. Je m'en suis inspiré il y a 25 ans de ça quand j'ai fait ma thèse sur le docteur Jameau, Eugène Jameau, qui est un Creusois méconnu du Limousin. Et la thèse était très orientée, puisque je voulais rendre hommage à Jameau. Mais par contre, j'ai vu et j'ai lu surtout comment vous avez décrit ces rassemblements forcés que faisait Jameau, justement pour pouvoir détecter tous les gens qui souffraient notamment de la maladie du sommeil, ce qui a permis à un pays comme le Cameroun, que vous avez cité tout à l'heure, de ne pas disparaître parce qu'il y avait une énorme quantité de personnes qui souffraient de la maladie du sommeil et qui en mouraient. Vous avez décrit les rassemblements forcés pour que les populations puissent être prises en charge. Mais j'avoue que, encore une fois, comme j'étais de parti pris, je n'ai pas voulu reprendre vos propos tels quels. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais vous faire. Et je vous assure que nous sommes assez nombreux à être fiers d'avoir pu lire ce que vous avez écrit par rapport à l'Afrique. La question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à la dette. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un rapport entre ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, en Espagne, en France et puis cette fameuse dette africaine? Parce que si vous êtes capable... Et ce qui se passe en France... et ce qui se passe par rapport à la dette africaine. Par rapport à la dette africaine? Oui, est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que c'est que cette dette africaine que nous ne connaissons pas? Puisque Fanon nous dit que
on nous doit plutôt de l'argent que nous devons en Afrique? Les réparations. Vous voulez parler des réparations? Bon, alors là, alors moi, je suis historienne. Donc, je ne suis pas projetée dans l'avenir. Je donne des instruments et je ne suis pas juge non plus. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas moraliste. Alors, avec toutes ces précautions, d'une part, alors les rapports entre je ne vais pas me risquer sur la dette espagnole ou grecque, ou italienne, ou française, parce que c'est vraiment pas ma spécialité, et là je dirais des bêtises. Sur le côté africain, vous avez... C'est très complexe. Vous avez un héritage long, je reprendrai le long, le moyen et le court. Vous avez un héritage long, en l'occurrence... Si on prend le cas, je prends l'exemple africain parce que c'est là que je trouve mes bons exemples. Si je peux prendre l'exemple indo-chinois, parce que les calculs ont été faits, les calculs le rapport entre les investissements, d'ailleurs Jacques Marseille a beaucoup travaillé là-dessus, mais on avait travaillé ensemble il y a fort longtemps en équipe pour calculer les investissements faits par la France dans les différentes parties de l'Empire. Et on en avait trouvé, c'est pas moi qui avais fait cette partie de l'enquête, mais c'était Jacques Marseille et, je ne sais plus son prénom, Bobry, qui a publié un article dans les Annales là-dessus, qui avait calculé que l'Indochine avait remboursé sa conquête. C'est-à-dire que le budget indochinois qui résultait partiellement des impôts par tête, etc., mais ça, avant la Première Guerre mondiale, ça ne rapportait pas grand-chose. Et puis des exportations assez riches, minérales ou de caoutchouc, enfin tout ce qui était rentable en Indochine. L'Indochine était rentable pour la colonisation française avant la Première Guerre mondiale. C'était la seule partie de l'Empire qui était rentable. Et bien, il y avait des bénéfices budgétaires, du budget local. Et ce budget local a payé tous les fonctionnaires, y compris les militaires qui ont fait la conquête de l'Indochine. C'est intéressant comme résultat. Ça n'a pas du tout été le cas dans le reste de l'Empire avant la Première Guerre mondiale. Et de loin, le reste de l'Empire, si on fait ce calcul d'apothicaire, a plutôt coûté plus cher à l'État qu'il n'a rapporté. Mais coûter à l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous avez beaucoup d'entreprises privées. Vous aviez des entreprises privées coloniales qui pouvaient faire de bonnes affaires, dans un contexte où l'État garantissait un certain nombre de choses, et si l'entreprise cassait la figure, c'était l'État qui payait. Donc, vous voyez, c'est assez difficile. Mais pour vous dire que ces problèmes de dette, ils ont commencé de bonne heure. Et ils ont commencé dès que le gouvernement français avait décidé, à partir de 1901, que les budgets coloniaux se suffiraient à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'investissement de la part de la métropole, puisque c'était très logique à l'époque. On apportait la civilisation avec un C magique. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque aussi. Il ne faut pas faire il ne faut pas se tromper d'époque. Je ne trouve pas le mot. Mais pour les impérialistes de l'époque, c'était normal, on apportait la civilisation, le christianisme, la modernité, en échange, l'école, pas beaucoup, mais enfin un peu, la santé, pas beaucoup, mais quand même un peu, le goût du travail, le nombre d'archives où on parle justement de l'importance de donner le goût du travail à ces pauvres indigènes qui n'en ont pas la moindre idée, ce qui n'était pas fou non plus dans l'optique de l'époque. Et puis en échange de tout ce qu'on leur apportait de bienfaits, ben, c'était normal qu'ils payent un impôt et qu'ils fassent du travail. Comme ils ne voulaient pas travailler, ben, il fallait les forcer à travailler. Comme le travail forcé était interdit par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, on les forçait à travailler sans le dire en France. Les Portugais ne se gênaient pas, ils ont dit qu'il y avait la différence entre le travail obligatoire et le travail forcé. Le travail était obligatoire, et s'ils ne faisaient pas le travail obligatoire, ils étaient condamnés à faire du travail forcé. Tout ça, c'est... Alors, je force un petit peu le trait, mais à peine, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, surtout avant la Première Guerre mondiale. C'est la phase vraiment dure de la phase coloniale. Bon, que le budget soit en équilibre, ça s'est avéré impossible dans un certain nombre de colonies, parce que les dépenses, il fallait quand même investir un petit peu, il fallait construire des pistes, il n'y en avait pas, il fallait construire des routes, il n'y en avait pas, il fallait construire des hangars, il n'y en avait pas, il fallait construire le bâtiment pour l'administrateur colonial, il n'y en avait pas, donc il fallait faire des dépenses.
Et donc, il y a eu des dettes. Donc, le gouvernement français, avant la guerre de 14, décide de prêter de l'argent à ces territoires coloniaux. Là-dessus, il y a la Première Guerre mondiale, on oublie, on n'avait pas le temps, on verra ça plus tard. On reprend l'idée dans les années 20. Là-dessus, il y a la grande crise qui se prépare, ça prend du temps à se mettre en route, et les grands emprunts coloniaux sont versés en 1931. 1931, c'est la plongée. Les emprunts coloniaux ne vont pas du tout servir à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire des investissements d'infrastructures, ils vont servir à boucher les trous, parce qu'il n'y a plus d'argent du tout. Mais ces emprunts sont remboursables en 50 ans à des taux très faibles, 2%, 3%, sur 50 ans. Remboursables donc jusqu'en 1980. Emprunts qui sont reconnus à l'indépendance par les États devenus indépendants. Il y a des négociations qui font que les emprunts, ces premiers emprunts, seront éteints dans les années 1970. 1975, ça dépend des pays. Ça, c'est le début du cycle. C'était pas encore très important, mais enfin, c'était l'idée. Alors, c'est transformé après 1946, néanmoins. Les emprunts sont de 1931, parce qu'en 1946, on s'aperçoit que vraiment l'idée que les colonies, en 1946, vous avez la Deuxième Guerre mondiale, vous avez l'idée d'aide au sous-développement qui apparaît. Donc, on ne peut pas continuer à dire, comme avant, on ne donne rien aux colonies, elles se débrouillent toutes seules. Donc, on va créer le Fonds d'investissement et de développement, le FIDES, qui deviendra le FAC, Fonds d'aide et de coopération à l'indépendance. Le fonds d'investissement, il est pour moitié donné, c'est tout à fait nouveau en 1947, et pour moitié prêté, donc avec des emprunts à rembourser. Le FAC, lui, devient indépendant, évidemment c'est l'indépendance, Fonds d'aide et de coopération, est entièrement donné par la France. À ce moment-là, il n'y a plus de... Ou alors si les États font des prêts aux banques internationales, libre à eux de faire, mais ce n'est plus une affaire du FAC. Donc vous avez un cycle d'endettement qui fait boule de neige, et là-dessus, alors tout n'est pas la faute de ça, enfin, c'est un facteur important, mais vous avez des gouvernements qui assez rapidement, pour toute une série d'autres raisons, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, avait l'air de bien démarrer en 1960 et puis tourne très vite à la dictature. L'État-nation étant un rêve qui se développe pas du jour au lendemain, bon, ben, celui qui pensait avoir, y compris Sékou Touré, qui était un grand militant avant qu'il devienne fou, et bien d'autres se disent, bon, ben, l'État c'est moi. Donc je crée le parti unique, premier parti unique c'est 1963 un peu partout, donc des pouvoirs dictatoriaux. Pouvoirs dictatoriaux, ben, ça veut dire tous les excès possibles et imaginables, qui ont eu lieu, bien entendu. Alors, c'est la faute à qui? Alors on peut dire, c'est la faute à celui qui a pris le pouvoir, c'est la faute à des constitutions qui ont été imposées du jour au lendemain, et donc c'est la faute aux métropoles, c'est tout ça, c'est très complexe, si vous voulez, qui fait que on s'est trouvé très tôt dans un cycle d'endettement très fort dont les États modernes ont énormément de mal à se sortir, dont ils ne se sortent pas. Donc on peut faire l'histoire de tout ça, et puis on peut emporter les jugements qu'on veut. Après, on peut le quantifier très bien, on peut tout à fait voir le processus. Et le processus, comme je vous dis, commence, il y a eu des petits emprunts en 1910, mais presque rien, 1931, ça commence. C'est-à-dire au moment de la grande crise, c'est-à-dire du premier grand chamboulement économique du XXe siècle. Et c'est effectivement là que va commencer le processus de ce qu'on a appelé après le sous-développement. Avant, c'était de la colonisation bête et méchante, disons, mais là, c'est autre chose. Donc, tout ça, c'est très complexe et on ne peut jamais dire... Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a eu la colonisation? Ça, c'est une très bonne question à la fin du XIXe siècle. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce dernier partage alors que les colonisations de l'Amérique latine étaient finies depuis le début du XIXe siècle quand même? Elles avaient commencé au XVe, elles étaient finies au début du XIXe siècle. Puis tout d'un coup, vers le milieu du XIXe siècle, commence un peu plus tôt en Afrique du Sud, mais surtout à partir des années 1850, et reconnu officiellement par une conférence internationale européenne en 1885, on partage tout ce qui reste à partager. Alors pourquoi?
Ben, quand on étudie les facteurs économiques et politiques de l'époque, on se dit, on ne voit pas ce que les puissances européennes pouvaient faire d'autre à ce moment par rapport à leurs exigences propres. Les États, ce n'est pas des philanthropes. Ils ne pensaient pas que c'est mal ou bien la colonisation. En plus, ils avaient des justifications morales auxquelles ils croyaient. Ce n'étaient pas des hypocrites. Ils pensaient effectivement qu'ils apportaient la civilisation, puisqu'il n'y en avait pas d'autres dans les croyances européennes. Donc il y a une logique dans tout ça. Donc on peut dire effectivement c'est la faute A, mais ça ne résout rien. Ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi ça s'est passé, qu'effectivement il y a eu à un moment une espèce de vague mondiale de colonisation à la fin du XIXe siècle qui correspondait à l'arrivée, je dirais, au niveau de révolution industrielle élaborée de l'ensemble des puissances occidentales. Avant, il y avait la Grande-Bretagne toute seule. Alors elle avait un grand empire et les autres n'en avaient pas. Ou très peu. La France avait perdu son empire, elle essayait de conquérir avec l'Algérie. Mais c'est tout. Et 1885, à ce moment-là, la France, l'Italie, l'Allemagne, je dois en oublier, disent on veut faire comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est la première puissance mondiale et c'est le premier empire mondial. Donc il faut faire pareil pour devenir concurrentiel avec la Grande-Bretagne. Il faut aussi avoir des grands empires. La Belgique, j'oublie. Et bon, et ça s'est passé comme ça. D'une certaine façon, je dirais, nous, témoins d'aujourd'hui, on n'y peut rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est constater, essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais ça n'empêche pas que vous pensiez que c'est mal. Mais c'est pas mon problème. Une question ici dans le fond. Bravo, madame, pour ce brillant exposé. Donc, tout à l'heure, vous avez essayé d'élucider et répertorier les différentes sources possibles donc de connaissances de l'histoire africaine. Vous avez cité donc, les sources écrites, les sources orales, c'est-à-dire la tradition, et les sources archéologiques. J'aimerais savoir votre point de vue personnel sur la pertinence ou non donc, des sources orales. Toutes les sources sont des sources pour l'historien, quelles qu'elles soient. Donc elles sont pertinentes. Elles sont bien sûr pertinentes, mais l'historien, il ne se contente pas d'une seule source en général. L'historien est content quand il peut prouver que sa source est vraiment une bonne source. Et le meilleur moyen de prouver, c'est le recoupement. Quand vous avez une tradition qui dit « Ah ben, ça c'est arrivé effectivement, ça n'arrive pas tous les jours ce genre de démonstration. Mais fin XVIIIe siècle, la tradition raconte qu'un jour, un jour il a fait nuit. Et c'était à cause de cette nuit que tel roi est venu au pouvoir, etc. Puis on regarde les sources astronomiques, on s'aperçoit qu'effectivement ce jour-là, cette année-là, il y a eu une éclipse de soleil. On se dit, bon, ben là, c'est une information avec une datation extrêmement intéressante. Ça, c'est le recoupement miracle. Alors, on n'a pas toujours des recoupements miracles comme ça. Mais alors, je préfère parler des traditions plurielles plutôt que la tradition. Parce que vous avez toute une série de textes qui ont été recueillis, qui d'ailleurs ont été écrits très tôt. Les premiers à transcrire les traditions, ce sont des Africains arabisants du XVIIe siècle. Donc on a des traditions du Xe qui remontent au Xe, au XIe siècle, dont on est à peu près sûr qu'elles sont assez valables puisqu'elles ont été transcrites au XVIIe, même si elles ont été oubliées depuis. Et puis ça a continué. Ensuite, vous avez le voyageur, des tas de gens qui ont fait parler tous ces traditionnistes, qu'on n'appelait pas encore des traditionnistes, qui ont donné des versions souvent très différentes. Alors un des gros travaux de ceux qui sont spécialisés dans ce type de sources, c'est justement de confronter les différentes formes que la même tradition peut avoir dans différents villages, dans différentes régions, pour ensuite en déduire quelle est la plus probable. Alors c'est là que l'histoire devient un peu un art aussi, et une sensibilité, parce que tout le savoir qu'on accumule fait qu'il y a un moment où il faut choisir. Alors on va dire, ben non, là, bon, ça peut être ci, ça peut être ça, puis là, quand même, il y a suffisamment de signes pour montrer que c'est cette tradition-là qui est la meilleure, enfin, qui est la plus exacte. Mais qu'est-ce qu'elle signifie par rapport à la réalité? Ça, c'est aussi un autre problème. Donc le travail sur les traditions, alors les traditions, c'est ça, c'est le recueil fait auprès de professionnels. Il faut savoir que les griots, qui sont une spécialité d'Afrique de l'Ouest, sont
ce qu'on appelle des castés dans des sociétés hiérarchisées, une caste comme en Inde. C'est-à-dire que ça se transmet de père en fils ou de mère en fille. Et que les castés sont attachés à une famille noble. Donc le travail du griot, c'est de chanter le passé, évidemment glorifié, de cette famille. Donc, c'est comme un bonapartiste qui écrit l'histoire de Napoléon, ça va être hagiographique. Donc l'historien le sait et doit donc décrypter. Donc la tradition avec un T majuscule, j'aurais tendance à dire, ça n'existe pas. Ce sont des sources très importantes, surtout quand il n'y a que ça, qu'il n'y a pas de sources écrites. Mais encore faut-il savoir travailler dessus. Et faut-il être prudent quand... Mais même chose pour les textes écrits, hein, c'est pas parce que c'est écrit que c'est une preuve. Il y a des tas de faux. Colbert a suscité un faux qui a fait couler beaucoup d'encre jusqu'à il y a 50 ans. Il voulait montrer que sur la côte du Bénin actuel, le Dahomey, les Français avaient des droits préexistants aux Portugais à l'époque, c'était au XVIIe siècle. C'était avant la colonisation, XVIIe siècle. Donc il a demandé un faux, et il a fait écrire les récits de marins diepois qui avaient débarqué sur la côte de Guinée au XIIe siècle. C'est un livre qui est dans la Bibliothèque nationale, qui a fait foi pendant très longtemps, jusqu'à ce que des auteurs, des historiens spécialistes démontrent, archives en main, que c'était un faux. Mais ça, c'est un faux qu'on connaît bien, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas croire que parce que c'est écrit, c'est plus juste que parce que c'est oral. Et alors, il y a autre chose dans la réalité qui est très important, alors qui concerne toutes les histoires de n'importe où au monde, ce sont les sources orales. Les sources orales, c'est autre chose que les traditions. Les sources orales, c'est tout ce que des témoins peuvent vous raconter. Des gens qui ont vécu la colonisation. Il en existe encore, bien entendu. Mais là aussi, ça, on touche à la mémoire. C'est très important, la mémoire, parce que ça vous donne des témoignages. Et les témoignages, c'est des sources. Mais les témoignages peuvent varier dans le temps. Récemment, il y a un livre de ce psychiatre remarquable, celui de la résilience, là, qui vient d'écrire son enfance. Il raconte comment ses propres souvenirs de sa propre évasion quand il avait 6 ans, comment il s'est aperçu en vérifiant qu'il avait transformé les choses. C'est-à-dire qu'on n'est jamais... on peut être absolument sûr de quelque chose. Il était absolument sûr que la jeune infirmière qui l'a sauvée était blonde. Elle était très brune. Alors il essaye de comprendre pourquoi. Il s'est dit, c'est parce que moi j'aimais bien les blondes. Alors donc, celle qui m'a sauvée quand j'avais 6 ans, elle était nécessairement blonde. Mais ça arrive tout le temps. Donc la mémoire est une source très importante. Et pour la colonisation, c'est formidable, parce qu'il y a encore des deux côtés. Vous avez des vieux qui peuvent raconter des choses, mais là aussi, il faut sacrément interpréter. Puis alors là, c'est plus facile de faire des recoupements, parce que vous pouvez les mémoires d'un événement avec les archives de l'événement. Donc tout ça, c'est le b.a.-ba du travail de l'historien, si vous voulez. Mais très souvent, on nous assène des vérités premières, y compris très officiellement. Alors, je vais citer un cas qui, évidemment... et aussi douloureux, c'est pas sur l'histoire de la colonisation, mais ce qu'on appelle la charte du Mandé, qui aurait été un texte transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'en 1999, il soit définitivement transcrit par l'UNESCO. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais certainement pas sous cette forme. Et le texte qu'on nous présente aujourd'hui, c'est un texte qui a été écrit en 1999, et pas au XIVe siècle. Puisque c'était oral n'importe comment à l'époque. Donc la façon dont ça a été transmis, d'ailleurs il y a 3 textes différents. Maintenant, on en a retrouvé 3 différents, transcrits par des moments un petit peu différents. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y avait pas une réglementation politique très précise dans l'Empire du Mandé, bien entendu, qu'il y avait des règles précises, et que ces règles correspondaient à toute une série de lois. Mais de là à faire un texte intangible sous la forme d'une constitution, non, c'est pas possible ça. Mais encore faut-il l'entendre. Parce que ça, c'est un travail d'historien délicat. Parce qu'effectivement, ça fait tellement plaisir de penser qu'on aurait trouvé une déclaration des droits de l'homme avant la déclaration du 1789. Alors là, ça mélange des tas de trucs qui fait que, il faut être raisonnable, quoi. Il faut se mettre au XIVe siècle, pas en 1789 et pas en 2009. Il faut 1999. Et
Et ça, c'est pas simple. Oui, moi je veux justement continuer sur ce registre-là qui est assez intéressant pour comprendre comment travaillent les historiens. Vous venez d'expliquer justement la difficulté des historiens à recouper l'information pour l'authentifier, pour démontrer sa véracité. Et pas aussi rationnel et l'historien, il n'arrive pas souvent à prouver avec exactitude les faits. Et vous disiez au début qu'un historien il pouvait émettre des hypothèses sur des faits. Parce qu'il y avait une probabilité forte peut-être que ce fait se soit réellement déroulé. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans votre travail ou de ce que font vos collègues, d'émettre des hypothèses que vous remettez en cause un peu plus tard? Bien sûr, et peut-être ce qui expliquerait oui. peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que certains de vos confrères, c'était pas de la mauvaise foi, c'est juste que oui, ils ont des hypothèses. Voilà. L'honnêteté scientifique, c'est de reconnaître que mon hypothèse était erronée. Ce qui est tout à fait logique pour une hypothèse. Une hypothèse, ça peut être vérifié ou pas vérifié. Alors, je vais vous donner un exemple qui est assez rigolo. C'est un historien américain qui pensait qu'il y avait une grande différence entre le racisme anti-noir aux États-Unis et le non-racisme anti-noir en France entre les deux guerres. C'était son hypothèse de travail. Je vais faire l'histoire du sentiment des Français de l'Hexagone envers les Noirs en voulant démontrer qu'ils sont beaucoup moins racistes que les Blancs américains. Il s'était aperçu qu'il s'était trompé. Il l'a reconnu, il a dit, c'est pas dit dans son livre, mais il me l'a raconté. Il m'a dit vraiment, je suis parti avec cette idée-là, je voulais démontrer que c'était très différent. Parce que vous savez, les Noirs américains qui arrivaient entre les deux guerres en France, ils pensaient par comparaison que c'était le pays de la liberté, comme Patrice Lumumba qui était au Congo Kinshasa, il s'appelait Congo Léopoldville à l'époque, oui, Congo belge, est passé du côté du Congo français, il a dit mais c'est la liberté, tout est relatif. Parce que c'était quand même assez limité. Mais c'était effectivement pas le... oui, c'est tout le problème d'être humble, de douter. Le doute est une qualité scientifique, dans les sciences sociales, dans les sciences dures aussi, je pense. Mais je disais aussi à mes étudiants que on ne peut pas non plus se limiter seulement à ce que disent les sources. Pour les interpréter, il faut une certaine imagination, mais une imagination très contrôlée. C'est pas une imagination pour inventer l'histoire, c'est avoir des idées, effectivement, des idées qui sont pas dans les écrits, ou faire des recoupements. Alors je peux vous dire, je peux vous donner un exemple personnel. C'était une insurrection au Gabon sous la colonisation en 1925-27, autant que je me souvienne, dans l'intérieur du Gabon. Et alors, des villages tout à fait dissociés, qui étaient absolument, c'était pas une formation politique concentrée du tout, soulèvement formidable. Pendant 2 ans, très difficile à réduire. Et moi, j'arrivais pas à savoir pourquoi. Parce que ça, c'était pas dans les archives. Pourquoi est-ce que tous ces gens se sont soulevés et ont fait une union, une fédération, alors que rien ne les incitait à une fédération, qui ne parlaient pas la même langue. Et puis un jour, dans un autre dossier d'archives, j'ai trouvé une liste des marchés obligatoires créés pour les indigènes auprès des petits centres administratifs de la région, à la même date. Et ben voilà, j'avais trouvé. Ils se révoltaient contre la création des marchés obligatoires. Mais c'était à moi de faire le joint, c'était pas... Et donc c'était à moi de dire, bon, ça doit être ça. J'ai pas la preuve que c'était ça, mais enfin c'est probablement ça. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je disais, c'est un savoir, et c'est aussi, d'une certaine façon, mon vieux maître Henri Brunswick disait, c'est un art. D'une certaine façon, un petit peu. Oui. Et c'est justement, il ne faut pas se laisser entraîner par son art. C'est aussi... oui. Bonsoir. Donc moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'enseignement, et vous avez mentionné assez longuement la difficulté en France de considérer ou de rendre sa place à l'histoire africaine ou à l'histoire de la colonisation française. Et je voudrais savoir en fait si dans les autres pays européens qui sont des anciens pays colonisateurs comme la Belgique ou le Portugal, est-ce qu'ils rencontraient également les mêmes difficultés, ou est-ce que c'est vraiment une spécificité française ?
Je crois, c'est un peu ça s'est toujours posé, enfin ça s'est posé dans tous les pays, les anciens pays colonisateurs. Disons, c'est beaucoup moins sensible dans un pays qui n'a pas été colonisateur ou qui se glorifie de n'être pas colonisateur. C'est-à-dire qu'un historien suisse ou un historien américain, on n'a jamais été colonisateur, sauf des Philippines, ont un regard plus froid, nécessairement. Et on a un regard plus froid sur la colonisation du voisin que sur sa propre colonisation. Mais ceci dit, je pense que les Britanniques, comme je disais, ont un peu viré leur cutie, là. Encore qu'il y a des courants aussi de ce genre. Enfin, la gloire de l'Empire, c'était quand même très important en Grande-Bretagne. Mais avec en Italie, vous avez un mouvement assez fort. Et alors là, vraiment droitiste, parce qu'en plus, la colonisation italienne, en particulier en Éthiopie, c'était une colonisation de Mussolini. Donc c'est une glorification de l'époque mussolinienne, une glorification de l'Empire. Il y a un mouvement qui n'est pas négligeable là-dessus. Donc c'est pas une spécificité française. Enfin, la sensibilité sur la guerre d'Algérie, en particulier, ça c'est vraiment très spécifiquement... français. Je ne pense pas que les Britanniques aient la même sensibilité sur la grande insurrection Mao-Mao qui a eu lieu au Kenya à la même époque, par exemple. On peut peut-être prendre une autre question. Oui, il y a quelqu'un là. Merci, professeur, pour ce regard controversé, comme qui dirait, de l'autre façon de regarder l'histoire ou de lire l'histoire coloniale. J'aimerais donc savoir, par rapport à ce combat qui est le vôtre, quel est votre point de vue sur l'africanisme, qui est donc ce courant idéologique qui consiste à apprendre à l'Africain la mauvaise façon de comprendre son Afrique, la mauvaise façon de ne pas donc admirer l'Afrique, de contester son Afrique et de trouver que tout ce qui est en Afrique est mauvais et il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a que l'histoire des Gaulois, pardon, et que, ben voilà, toute l'histoire commence à partir de Gaulois. Bon, ça c'est la première question. La deuxième, je vous remercie aussi parce que vous avez fait effectivement un bon commentaire sur l'endettement africain. J'aimerais comprendre une chose au regard de quelques dates que vous avez citées, notamment 1939, comme étant une date très importante pour l'investissement colonial. Mais je me suis remis en cause. Je me suis posé une question, si vous voulez bien, quant à savoir que le chemin de fer Congo-Océan, c'est-à-dire qui relie Brazzaville à Pointe-Noire sur 510 km, ce chemin de fer commence en 1921 et finit en 1900, à peu près 34, oui, à peu près. Et c'est dire donc que l'investissement aurait commencé plus tôt qu'en 1939 et que si les Africains ont effectivement succédé aux colonies européennes en général, bon, françaises pour le cas du Congo, s'il y a eu cette succession, donc quitte à prendre en même temps les biens coloniaux et les dettes coloniales, ben c'est bien évident que cette histoire commence un peu plus tôt qu'en 1939, je pense. C'était un peu mon observation. Merci. D'accord. Alors sur l'africanisme, vous savez peut-être qu'il y a eu des courants très importants à partir de la fin du XXe siècle, qui ont commencé par des écrits d'un Palestinien, d'un littéraire d'ailleurs, ce n'est pas un historien, Edouard Saïd, et qui a travaillé avec des Indiens, je parlais tout à l'heure, et ils ont lancé un courant tout à fait intéressant qu'ils ont appelé les subaltern studies, c'est-à-dire des études vues par les subalternes,
c'est-à-dire vue d'en bas, vue décolonisée, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Et il a écrit un livre qui, en 1978, qui a été traduit en 1980 en français, Orientalism. Et il a dit l'orientalisme est une construction des scientifiques occidentaux sur l'Asie. Ils ont construit leur image de l'Asie. C'est tout à fait vrai. Ça ne veut pas dire que tous les travaux orientalistes sont mauvais, mais ça veut dire que les travaux orientalistes ont construit une connaissance de l'Asie qui était entièrement fabriquée par des Occidentaux, donc biaisée. Ça a fait grand bruit dans les pays anglo-saxons, les Français ne s'en sont pas aperçus, ça a été retraduit en 2005, et à ce moment-là, les Français s'en sont aperçus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la même époque, un petit peu plus tard, au début des années 1980, vous avez un philologue, un très savant congolais, Valentin Mudimbe, qui a fui le régime de Mobutu et qui est maintenant aussi, il est toujours professeur à Duke University, qui a enseigné aux États-Unis et qui donc a écrit en anglais. Et il a écrit 2 ouvrages fondamentaux. Il y en a un qui a pour titre il y en a un qui est The Invention of Africa et l'autre The Idea of Africa, l'invention de l'Afrique et l'idée d'Afrique. Ils sont complémentaires. Il a relu tous les textes qui nous permettent d'avoir une idée de l'Afrique, tous les textes des voyageurs occidentaux, les missionnaires, tout. C'est vraiment un... Et puis il a dit, ben voilà, ils ont fabriqué une Afrique, c'était leur Afrique. L'Afrique des Occidentaux, c'était pas notre Afrique. C'était une histoire, mais c'était pas l'histoire telle que je l'écrirais moi. Et bien ce livre n'a jamais été traduit en français. Or ce livre est fondamental. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été écrit en français? Il est beaucoup plus important pour nous, à mon avis, que l'orientalisme. Mais bon, ça touche quelque chose probablement, bref. Et puis à la même époque, il y a alors là c'est très amusant, c'est un philologue, un linguiste, un grand savant, Cornell Université, américain, Martin Bernal, qui a fait la critique de la construction de l'égyptologie blanche à partir du XVIIIe siècle, allemand en particulier. Il a pris tous les textes et a montré l'Égypte comme une Égypte blanche, c'est une construction occidentale. Et puis le miracle grec, c'est aussi une construction occidentale. Alors là, ça a été un tollé général. Je pense que c'est parce qu'il s'attaquait aux racines mêmes de l'Occident. Et finalement, Édouard Saïd, c'était l'Orient. Bon, il avait le droit de montrer que sur l'Orient, on s'était trompé. Valentin Mudimbe, c'est l'Afrique, ça nous touche un peu plus près, mais on ne l'a pas traduit, alors personne ne l'a lu. Martin Bernal s'attaque à l'égyptologie, où règne l'égyptologie française. Il s'attaque au miracle grec. J'en avais parlé un jour à Pierre Vidal-Naquet, qui était un grand spécialiste de la Grèce, qui ne l'avait pas lu et qui me dit, oh, c'est encore une de ces inventions américaines. Ben, c'était intéressant. C'est intéressant de voir comment une science s'est construite. Et effectivement, on en est revenu depuis. Il vient de paraître, c'est un Néerlandais qui a fait un colloque sur Martin Bernal l'année dernière, où j'étais. Il a dit, bon, ben, Martin Bernal, il avait des idées extrêmement intéressantes qui ont été très choquées il y a 30 ans, mais qui maintenant sont un peu rentrées dans le domaine public. Qui ne sont pas du tout les idées de Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, il disait les Égyptiens, je simplifie, ont tous été noirs. Les Français disaient les Égyptiens ont tous été blancs. Les Égyptiens, ils s'en fichaient pas mal parce que c'était un carrefour où arrivaient des gens de l'Est, du Nord, du Sud. Ils étaient tous mélangés, ils étaient tous basanés. Et il y a même une très savante américaine contre Martin Bernal qui a voulu démontrer que Cléopâtre n'était pas noire comme disaient les afrocentristes américains. Alors la première personne qui ait parlé de la couleur de Cléopâtre, dont on sait vaguement qu'il devait y avoir une grand-mère égyptienne, c'est Shakespeare. Et Shakespeare, évidemment, ce n'était pas un historien, il était au XVIIe siècle, et il a
traite tantôt de black, tantôt de taoné, c'est-à-dire de basané. Donc personne ne connaît, personne ne saura jamais probablement la couleur de Cléopâtre. Et on s'en fiche parce qu'aujourd'hui on sait que ça tombe sous le sens, c'était une rencontre de peuples de partout, que certainement au sud il y avait beaucoup plus de noirs qu'au nord, qu'au nord il y avait plus de blancs que de noirs, qu'il y a eu des pharaons de toutes les couleurs, et maintenant c'est complètement admis. Quand Cheikh Anta Diop a dit que l'Égypte était noire, les égyptologues ont provoqué un colloque au Caire pour démontrer le contraire, c'était en 1974. Et finalement, il y a eu un jugement de Salomon qui fait que chacun a pensé qu'il avait raison. Enfin, c'était très habilement fait, c'était très scientifiquement fait et poliment fait, ce qui fait que oui, il y avait des influences, mais non, on pouvait dire que. Et finalement, on en est resté là. Donc, ça c'est pour vous répondre sur l'africanisme. Alors, l'africanisme, c'est dépassé, je dirais. C'est effectivement dépassé. Les sciences de l'Afrique, comme les sciences de l'Orient, elles ont été complètement construites, tantôt bien, tantôt mal, tantôt de façon critiquable. Enfin, c'est tout un patrimoine qui pour nous est très important pour justement le réutiliser et le décrypter par nos prédécesseurs. Mais maintenant, il y a des études africaines. Et les études africaines sont internationales. Quand on dit africaniste, ça veut dire qu'on n'est pas africain. Un Africain n'est pas africaniste, par définition. Or maintenant, il y a beaucoup d'historiens africains. Quand j'ai commencé en 1960, le premier ouvrage d'histoire, vraiment très bel ouvrage d'histoire africaine écrit par un francophone, a été publié en 1972, Joseph Kizerbo. Là, c'est la première génération des historiens. Mais première génération, une génération de chercheurs, ça se forme entre 7 à 10 ans. Hein. Donc tous les 6 ou 7 ans, vous avez une nouvelle génération de chercheurs. On en est à la 4e ou à la 5e génération. Il y a plein d'historiens africains maintenant. Et l'histoire africaine, elle est très majoritairement écrite par des historiens africains, soit dans les universités africaines, soit dans la diaspora. Il y en a aussi beaucoup. Il y en a très peu en France, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Mais il y en a aussi beaucoup en Afrique. Et nous, historiens français, dont certains se disent toujours africanistes, et moi je ne suis pas d'accord, je dis je suis historienne de l'Afrique, je ne suis pas africaniste, comme je pourrais être historienne de la France, ou historienne de l'Allemagne, ou historienne africaniste, ça veut dire qu'on a toutes les sciences pour qu'on serait à la fois historien, anthropologue, puis il y a même des anthropologues qui disent africaniste c'est synonyme d'anthropologie. Donc seuls les africanistes peuvent faire, ça veut dire seuls les anthropologues peuvent connaître l'Afrique. Je ne suis plus d'accord non plus. C'était vrai en 1960-70, c'est plus vrai maintenant. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'historien sur l'Afrique, donc je n'ai lu que les anthropologues, c'est vrai. À ce moment-là, il n'y avait que... Mais maintenant, c'est plus du tout vrai. Et maintenant, pour faire de la bonne histoire africaine, il faut qu'on soit international. C'est-à-dire, quand je travaille pour faire des recherches en Afrique, je vais dans des conférences internationales où vous avez des spécialistes d'histoire africaine de toutes les nationalités. Mais l'africanisme français, pour moi, ça n'a plus grande signification, c'est vrai. Parce que on est beaucoup trop peu nombreux. On est quoi ? On est une dizaine. Si on compte tous les anthropologues, on est peut-être une cinquantaine, mais il y en a des milliers dans le monde. Donc on ne peut plus travailler entre nous, c'est plus possible. Internet aidant en plus. Donc c'est un peu répondre à votre question, si vous voulez. Et parmi ces spécialistes de l'Afrique africains, il y en a qui ont des idées différentes, parce que je sens plus ou moins qui vous visez, qui ont des idées qui sont parfois un peu tranchées, parfois pour le goût d'autres historiens africains, parce que c'est pas parce qu'on est africain qu'on est tous d'accord avec la même chose, c'est pas parce qu'on est sénégalais ou congolais qu'on est tous d'accord avec la même chose, pas parce qu'on est français qu'on est tous d'accord sur les mêmes choses, qui disent, ben non, il exagère, parce qu'il dit, c'est quand même, on se reporte sur la morale, que c'est la faute d'eux. Je dis pas du tout c'est la faute d'eux, il dit, il y a des facteurs qui font que, par exemple, les sociétés africaines anciennes étaient aussi des sociétés esclavagistes. C'est un fait historique. Et maintenant, des historiens africains d'Afrique travaillent très fort là-dessus, dans un certain nombre de pays. Au Sénégal, au Burkina, au Niger. Au Niger, c'est pas facile, parce qu'au Niger, justement, c'est quand même quelque chose de très... etc. Donc,
c'est un peu difficile à entendre pour certains qui ont pensé pendant très longtemps que tout l'esclavage africain avait été apporté par les étrangers. Ben non, non. C'est comme ça partout. Il faut accepter les faits même désagréables quand on fait de l'histoire. Alors, il y en a qui sont plus ou moins à droit pour le dire, il y en a qui disent, bon, ben, c'est de l'africanisme pour dénigrer les Africains. Non, 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 non. C'est un essai de faire une synthèse, quelquefois, avec des découvertes disons, de pionniers. Les pionniers sont toujours un peu trop hardis. Cheikh Anta Diop a été trop hardi, il est allé trop loin, il a exagéré. Il avait raison dans son idée de base, mais il a voulu montrer que Toutankhamon était noir. Là, il a déraillé. Il n'empêche que c'était un grand bonhomme. Bon, ben, tous les scientifiques peuvent un petit peu dérailler de temps en temps d'une façon ou d'une autre, mais il ne faut pas les mettre au rencard parce qu'ils ne disent pas ce qui vous plaise. Il faut s'intéresser à ce qu'ils racontent, à partir du moment où c'est scientifiquement solide. Et c'est là le problème. Tous les écrits ne se valent pas. C'est là qu'il faut avoir du métier. On va peut-être en rester là, sauf s'il y a une dernière question. Moi, j'ai retenu 2 formules sympathiques. L'histoire, c'est l'art du doute. Et puis, attention à l'imagination contrôlée. Oui. Donc, vous pourrez retrouver Catherine tout de suite, là, pour des signatures éventuellement, ainsi que les 2 compères de l'exposition qui ont également leurs ouvrages en vente et en signature. Merci. Merci à vous.